Salut à tous, c'est Ibo pour HTC.com. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous faire un petit rétro-test du HTC Desir Z et on commence tout de suite. Le HTC Desir Z, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un smartphone HTC à clavier coulissant. Vous verrez un peu plus tard le système qui est sorti en 2010, plus précisément en novembre 2010 en Europe, sous le nom de HTC Desir Z, et qui a été commercialisé aux États-Unis sous le nom de HTC T-Mobile G2, Vision c'est le nom de code. Et c'est le successeur du HTC G1 aka HTC Dream en Europe, qui était le premier smartphone Android de l'histoire et qui embarquait lui aussi un clavier en mode paysage. Alors, pourquoi HTC Desir Z? Parce que tout simplement, le clavier, vous voyez le système, ce n'est pas un système classique, ça ne coulisse pas, ça ne glisse pas comme les autres smartphones à clavier que l'on retrouve par exemple chez Motorola ou même chez HTC. Il y a d'autres smartphones HTC à clavier chez notre constructeur, mais ça marche pas pareil, vous voyez, ça forme un petit Z, d'où le nom Desir Z. Alors HTC a voulu surfer sur la vague de succès du désir premier du nom, qui s'était très bien vendu, qui était à l'époque le meilleur smartphone Android, et était le cousin proche du Nexus One, qui était un des premiers smartphones à processeur 1 GHz Android, et il a été présenté en même temps que le Desir HD, mais malheureusement le Desir HD a été très mise en avant par HTC chez les opérateurs, pardon, alors que Desir Z est un peu passé à la trappe. Ça nous rappelle un peu l'histoire avec le HTC Cha-Cha et le HTC Salsa. On a vu le Cha-Cha de partout, mais le Salsa il est introuvable avec un forfait ou dans une boutique. En tout cas c'est très difficile, moi j'en ai pas trouvé, et c'est vraiment dommage. Le HTC Desir Z n'aura pas eu le succès qu'il mérite, notamment en partie à cause du manque de communication de HTC. Alors on va revenir sur le hardware. L'écran, on a un 3,7 pouces Super LCD avec une résolution WVGA de 800 par 480 pixels. Alors, vous pouvez sûrement pas le voir dans la vidéo, mais l'écran est magnifique. C'est un des plus bels écrans que j'ai vu de toute ma vie, tout simplement. Les couleurs sont somptueuses, il est super lumineux. Là, par exemple, je suis en luminosité minimum. En luminosité maximum, vous voyez, c'est dans le noir, c'est impossible à regarder. Ça éblouit, c'est magnifique. En plein soleil, la luminosité est parfaite. On met la luminosité à fond et la visibilité est excellente, on voit tout, même en soleil direct. C'est assez rare pour le souligner pour un écran LCD. Les couleurs sont somptueuses, on est proche de ce que donne un AMOLED, mais avec des blancs, comme vous le voyez, qui sont blancs et non bleus ou gris, ou même jaunes sur certains écrans LCD, comme la Flyer pour ne pas la nommer. La résolution est ma foi assez pas mal du tout, je dirais. Pour un écran de cette taille, 800 par 480 c'est la norme, c'est classique. Bon, c'est un téléphone qui a quand même bientôt un an, enfin même plus d'un an, parce qu'il est sorti en novembre 2010. Et pour moi l'écran aujourd'hui, même aujourd'hui, n'a pas d'égal chez HTC, à part l'Incredible S qui s'en approche vraiment. Il est largement au-dessus de tous les HTC que j'ai vu jusqu'à maintenant. Le Sensation aussi a vraiment un écran magnifique, mais c'est pas la même chose, celui du Desir Z est vraiment à part. Donc écran 3,7 pouces, on a les touches classiques Android, accueil, menu, retour et recherche, et ici, à la place de la trackpad à boule qu'on avait sur le Desir, ou carrément la boule de notification qu'on avait sur le Nexus One, on retrouve un trackpad à la BlackBerry, c'est-à-dire qui est sensitif. Alors c'est vraiment pas mal du tout. Pour la saisie de texte, c'est excellent pour revenir en arrière. Comme vous le voyez, ça nous permet de se déplacer dans les menus. On peut cliquer dessus pour sélectionner, etc. etc. C'est vraiment pas mal et je regrette vraiment qu'HTC ait abandonné ce système. Ensuite, l'appareil photo, il n'y en a pas à l'avant. On retrouve du 5 mégapixels classique à l'arrière avec un flash LED. L'appareil photo est vraiment très moyen. C'est du niveau d'un Desir, je dirais même en dessous d'un Desir, premier du nom. C'est vraiment dommage. C'est pour moi le point faible de ce smartphone.
Par contre le son, même s'il n'est pas très puissant, est très très clair. Ça grésille pas, il n'y a aucun souci, c'est vraiment pas mal. Alors au niveau de la batterie, on retrouve une petite batterie de 1300 mAh. Le cache ici en aluminium se déclipse de cette manière. On enlève le bouton, on accède donc à la trappe. On ouvre la trappe et on accède à la batterie, à la carte SIM, mais malheureusement le port micro SD se trouve en dessous de la batterie. Il faut savoir que cette trappe en aluminium est très lourde. C'est vraiment, regardez, c'est vraiment de l'alu, du vrai. Ça ne se cassera pas facilement, ça ne se tord absolument pas. C'est du solide. C'est pas du Samsung. Donc, pour en revenir côté hardware, ici on retrouve donc le bouton pour éjecter la trappe et un petit plus qu'on retrouve, qu'on regrette vraiment de ne pas avoir sur d'autres smartphones Android, c'est le bouton pour prendre l'appareil photo. Chose rare chez HTC, c'est vraiment pas mal. De ce côté, on a les boutons volume plus, volume moins et le port micro USB qui est comme sur le Sensation extrêmement mal placé et qui va gêner tout le temps, à part quand on va taper au clavier. Alors, le processeur, on a du Qualcomm MSM 7230, c'est le nom de la référence. Excusez-moi. C'est le nom de la référence. C'est un processeur simple cœur 800 MHz qu'on retrouve notamment aujourd'hui sur les HTC Cha-Cha et Salsa. Je vais aller droit au but, c'est faible. C'est franchement pas au niveau d'un Désir HD. En fait, ça se situe entre un Désir qui a un Qualcomm 1 GHz simple cœur et un Désir HD qui a un 1 GHz simple cœur également, mais qui est gravé beaucoup plus finement, ce qui permet d'avoir une meilleure puissance, une meilleure autonomie, etc., etc. Mais en tout cas, les 800 MHz sont vraiment pas suffisants. Il suffit d'ouvrir le clavier pour s'en apercevoir. Voilà, on attend. Voilà, ça met du temps à s'afficher. Les widgets mettent du temps à s'afficher. C'est vraiment dommage. Alors, l'interface, on retrouve... j'ai oublié, on a 512 mégaoctets de RAM. Ça aussi, c'est pas assez. Il m'est souvent arrivé d'aller sur le navigateur, d'aller sur un site, de switcher vers Twitter, Facebook, etc. Et quand je reviens sur le navigateur, en utilisant le multitâche, ici on a toutes les applications qui ont été récemment ouvertes, eh ben, la page web se recharge. J'avais jamais vu ça sur mon Nexus One, ni sur, j'avais jamais vu ça sur un Désir, j'ai jamais vu ça sur mon Sensation, encore plus. Le multitâche est vraiment très très mal géré. Je pense que c'est la RAM qui n'est pas assez conséquente, malheureusement. C'est vraiment dommage au niveau hardware. Ils auraient pu faire beaucoup mieux, mais ça n'empêche pas ce smartphone d'être excellent. Alors, pour en revenir au smartphone à lui-même, il embarque donc Android 2.3.3 avec la surcouche Sense 2.1, une surcouche qui se fait maintenant très vieille parce que la mise à jour a été faite cet été. C'est une vieille version de Sense, comme vous le voyez, qui est aujourd'hui obsolète. Pas d'effet de transition ni rien. On retrouve juste la pagination dans la liste d'applications. On retrouve les raccourcis rapides, les paramètres rapides ici, Wi-Fi, Bluetooth, point d'accès Wi-Fi, GPS et réseau mobile. On peut aussi accéder à tous les paramètres par là. Sense 3.1, ça aurait pas été du luxe, c'est vraiment... Sense 3.0, pardon, je sais pas si je dis 3.1 ou 3.0, je sais plus ce que je dis. Ça aurait pas été du luxe, mais bon, vu la puissance du processeur et la faible quantité de mémoire vive, je pense que ça va pas le faire. Donc, le smartphone, son principal avantage, vous l'avez compris, c'est son clavier. Et autant vous le dire de suite, il est tout bonnement excellent, mais il n'est pas parfait. Vous remarquez ici une première ligne, AZERTY, et les caractères spéciaux, ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le bouton supprimer, retour en arrière, le bouton Tab, FN de chaque côté, pour accéder aux caractères spéciaux. Par exemple, je vais vous montrer un exemple de suite. Je vais envoyer un message, nouveau message, hop, je tape, salut. Le clavier est très agréable à utiliser. Voilà, je veux taper un CCG, j'appuie sur FN, je peux, si je veux rester appuyé ou appuyer une seule fois. Si je rappuie une deuxième fois, ça valide les caractères spéciaux et donc là on va taper le caractère spécial à chaque fois. Donc si je veux accéder par exemple au A accent aigu, j'appuie sur FN, j'appuie ici, hop, j'ai le A accent aigu. Si je veux taper par exemple un E accent grave, j'appuie sur FN qui est sur la gauche donc, et avec ma main droite, avec mon pouce droit, j'accède au caractère spécial. Voilà, c'est vraiment pas mal, même si j'aurais vraiment préféré une ligne supplémentaire pour les chiffres.
et retrouver par exemple les caractères spéciaux A accent sur le A et les E avec accent sur le E aussi, même si je sais pas comment ils auraient fait pour placer les deux accents sur une seule et même lettre. C'est vraiment pas mal. On a accès au dièse, ici on a l'arrobase pour les mails qui est accessible d'office. On n'a pas besoin de... Ce n'est pas un caractère spécial, c'est une lettre normale. Le clavier est vraiment superbe. On retrouve ici une touche recherche, ici et ici à droite et à gauche les touches majuscules, la touche entrée classique, l'espace, et ici on a la touche, une touche de raccourci. Comme vous allez voir de suite, je quitte l'interface des messages. La première fois que vous cliquerez sur ces boutons, ici le téléphone vous demandera de les personnaliser. Vous pourrez choisir l'application ou même le raccourci à ouvrir. Et si vous voulez les repersonnaliser, une pression longue suffira à ouvrir le menu de personnalisation. Alors là par exemple, j'ai sélectionné les messages. Hop, j'appuie sur le raccourci numéro 1, j'accède à mes messages. Raccourci numéro 2, j'ai sélectionné Gmail, voilà, j'accède à mes mails. Et si je veux le modifier, il suffit que je reste appuyé. Gmail a été affecté à ces touches matérielles, souhaitez-vous réaffecter maintenant? Ok. Et là, il me demande de choisir. Comme vous voyez, c'est long, il y a beaucoup de temps de chargement dans tout ce qu'on fait, c'est vrai, le processeur est vraiment très faible, c'est vraiment dommage. Alors là, on a le choix entre la liste d'applications. Par contre, la fluidité elle est au rendez-vous, mais c'est plutôt les temps d'attente qui sont très longs. Ou des raccourcis, par exemple, j'ai reçu une notification Facebook. Un exemple tout con, je vais vous montrer les paramètres Bluetooth par exemple. Voilà. J'ai paramétré les paramètres Bluetooth et dès que je clique sur ce bouton, j'arrive au réglage du Bluetooth. Voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Le téléphone, vous voyez, est assez fluide. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. En plus, avec un fond d'écran animé derrière, c'est vraiment pas mal du tout. Mais comme je vous l'ai dit, le multitâche, c'est pas trop ça. Je vais vous montrer un exemple de suite. Là, j'atterris sur le hub. Je passe en version desktop pour vous montrer ça de suite en version PC. Le chargement est long, très long. Et je sens qu'il va pas me mettre sur la version PC. Une fois que la page est chargée, par contre, vous le voyez, c'est très fluide, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Flash Player est bien géré. Pour un processeur 800 MHz, c'est vraiment pas mal du tout. On est bien mieux que sur un désir premier du nom, mais c'est clairement pas... c'est pas non plus exceptionnel. Alors là, voilà. Ça a quasiment chargé. Vous voyez le défilement, ça capte pas, c'est assez fluide, il n'y a pas de souci. Mais je vais aller sur les mails ou dans les messages, hop, je clique sur les messages, je reviens en arrière, la page est toujours chargée. Bien sûr, quand je veux montrer un truc, ça marche pas. Alors je vais aller par exemple dans la galerie photo. Voilà, alors la galerie photo se charge pas très vite. J'ai mis la même carte mémoire classe 10 qui était dans mon sensation et sur le sensation c'est instantané, merci les double cœur. Alors que là vraiment ça met du temps à charger, les photos, tout ça. Quand on zoome, l'image devient nette assez rapidement, il n'y a pas de souci de ce côté là. Je vais retourner sur le navigateur. Voilà, c'est exactement ce dont je parlais. Il faut qu'il recharge la page. On se croirait sur Windows Phone en fait, avec le faux multitâche, ou sur iOS. Ça le fait quelquefois sur iOS aussi, mais ça le fait souvent sur Windows Phone. Ce n'est pas un vrai multitâche qu'il y a sur Windows Phone. À chaque fois qu'on quitte une application, qu'on y retourne, elle n'est pas gardée en mémoire. Et là, c'est exactement le même souci. Et en plus, il m'a rechargé l'interface mobile. C'est bien, c'est sympa. Décidément, excusez-moi, pardon. Alors, pour ce qui est du reste, le téléphone est très plaisant à utiliser, malgré son manque de puissance. Ça charge souvent, on se retrouve souvent avec des écrans noirs. C'est pas très gênant, mais quand même, si c'est votre premier smartphone HTC, il n'y a pas de souci. Mais si vous venez d'un Sensation ou d'un téléphone plus puissant, genre Désir HD ou Désir S, vous sentirez la différence, mais bon, vous ne serez pas dégoûté. Pour autant, j'aimerais revenir sur un point très important sur ce smartphone, c'est les antennes. Les antennes Wi-Fi, GPS ou Bluetooth sont extrêmement performantes. Je capte des hotspots Wi-Fi que je captais pas avec le Nexus One et que je captais durement avec le Sensation. Il a une antenne Wi-Fi de malade.
il capte tout à des dizaines de mètres à la ronde. Le Bluetooth c'est pareil, c'est nickel, aucun problème. Le GPS il fixe instantanément. C'est vraiment pas mal du tout. Je vous montre pas parce que si je dois des sous à quelqu'un qui voit ma localisation, après il va venir les chercher. Non, sérieusement, le GPS est vraiment top. Les antennes sont nickel. C'est une des spécialités de Qualcomm d'ailleurs, les antennes sont souvent intégrées directement dans le processeur, dans le Snapdragon. Et là, ma foi, ça fait son effet. Alors, le Desir Z, c'est donc un téléphone qui est sorti il y a un an. Est-ce qu'il vaut toujours le coup? Vu son prix, à peu près 260 €, oui, il vaut clairement le coup. Vous serez clairement pas déçu. Mais ne vous attendez pas à une bête de course pour autant. Je regrette vraiment qu'ils aient pas mis le même processeur que sur le Desir S, Incredible S ou Desir HD. Le Qualcomm MSM 8255 de 1 GHz. Il aurait gagné en fluidité, gagné en performance. Un peu plus de RAM, ça aurait été aussi pas mal du tout, parce que les 512, ça suffit pas. Comme vous le voyez, si on charge une page internet un peu lourde et qu'on y revient, qu'on switch entre applications et qu'on y revient, il faut qu'il recharge la page. C'est vraiment dommage. Mais sinon, le smartphone est un excellent téléphone. Moi j'ai été conquis. Je sais pas si je serais prêt à abandonner mon Sensation au profit du Desir Z. Mais en une semaine d'utilisation, mon Sensation m'a pas manqué. Et franchement, je suis... ouais, c'est un bon téléphone, il n'y a rien à dire. C'est du HTC, c'est du bon. Voilà. Donc, si vous cherchez un smartphone à clavier Android, que vous hésitez entre plusieurs marques, pour avoir testé un Milestone 2, sans hésitation, Desir Z. Après, je sais pas si vraiment c'est une question de budget, que vous voulez un téléphone nu, à ce prix-là, c'est sûr, il n'y a pas à tergiverser, il faut sauter sur l'occasion. Mais si vous avez vraiment l'opportunité d'avoir mieux au même prix, c'est clair que même si le clavier est super efficace, ça fait pas tout et que les performances sont quand même assez limites. Par contre, même si les performances sont assez limites, il a le même processeur graphique qu'un Desir HD et compagnie, le Adreno 205 de Qualcomm encore. Et je vous laisse, je vous quitte sur ce test pour revenir avec une petite vidéo où je vous présenterai GTA 3 sur le Desir Z. Ciao ciao.